En 2019, un vent de changement incroyable a soufflé sur l'Algérie. C'était le Irak, un soulèvement populaire vraiment sans précédent. 7 ans plus tard, nous voilà en 2026, et les rues, elles, sont silencieuses. Mais est-ce que ça veut dire que l'esprit du mouvement a disparu? C'est ce qu'on va voir ensemble. Le Irak, est-ce une révolution qui a été confisquée, ou alors un géant qui est simplement en train de dormir? Le Irak a vraiment secoué les fondations du pouvoir, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il en reste? Au-delà des souvenirs, quelle trace cette immense vague de contestation pacifique a-t-elle vraiment laissé dans le paysage politique et social algérien? C'est la question qu'on se pose. Pour bien comprendre l'onde de choc que ça a été, il faut se rappeler de la puissance du Irak. Le 8 mars 2019, au plus fort de la mobilisation, on estime que jusqu'à 13 millions de personnes étaient dans la rue. Vous imaginez? Une véritable marée humaine, pacifique, déterminée, qui a changé le visage du pays en l'espace de quelques semaines à peine. Et ce mouvement, il a remporté une victoire, mais une victoire historique, spectaculaire. Le 2 avril 2019, le président Abdelaziz Bouteflika, qui était au pouvoir depuis 20 ans, démissionne. Le Irak venait de prouver que la volonté du peuple pouvait faire tomber un régime qui semblait pourtant inébranlable. Mais ça, ce n'était que le début de l'histoire. Alors, Bouteflika tombe. On aurait pu croire que le système allait s'effondrer avec lui. Eh bien, pas du tout, loin de là. Il s'est adapté, et on va voir comment il a méthodiquement neutralisé le mouvement, avec une stratégie redoutable, celle de l'étouffement par l'arsenal juridique. Au tout début, c'est vrai, face à des millions de manifestants, le pouvoir a joué la carte d'une sorte de tolérance tactique. Mais très vite, la stratégie a basculé, on a déplacé le combat de la rue au tribunal. Progressivement, chaque acte de contestation pacifique a été transformé en un crime potentiel. Et la méthode était chirurgicale. Prenez l'article 87 bis par exemple. Il redéfinit le terrorisme pour y inclure la simple volonté de changer de système. L'article 196 bis, sur les fake news, lui, a surtout servi à museler la presse et les réseaux sociaux. Quant à l'article 95 bis, il a carrément criminalisé la solidarité en coupant les vivres aux réseaux de soutien. Un véritable étau législatif qui s'est refermé. Forcément, cette situation n'a pas manqué d'alerter les organisations internationales. Cette citation d'Amnesty International, elle résume parfaitement la situation. Une volonté délibérée d'éteindre toute voix critique, surtout dans l'espace numérique qui avait été, justement, le berceau du Irak. Et le coût humain de cette politique, il est lourd. D'après les chiffres de la société civile en ce début d'année 2026, on compte encore environ 220 détenus d'opinion derrière les barreaux. Des personnes emprisonnées simplement pour avoir voulu exercer leur liberté d'expression. Mais attention, la répression par la loi, ce n'était qu'une partie de la réponse. Le deuxième volet, tout aussi crucial, est économique. Le pouvoir a utilisé massivement l'argent du pétrole et du gaz pour calmer les frustrations sociales qui nourrissaient la contestation. Et pour acheter cette paix sociale, l'État n'a pas lésiné sur les moyens. Le budget 2026 est tout simplement le plus important de l'histoire du pays. 17 200 milliards de dinars, c'est environ 135 milliards de dollars. Un budget massivement tourné vers les dépenses sociales. Un des outils phares de cette politique, c'est l'allocation chômage, qui a été revalorisée à 18 000 dinars. C'est une manœuvre assez claire pour apaiser la jeunesse, qui était la frange la plus active du Irak. On lui offre un amortisseur social pour calmer la colère. Et en même temps, le salaire national minimum a été augmenté pour atteindre 24 000 dinars. L'objectif est limpide, préserver le pouvoir d'achat, contenir l'inflation et surtout neutraliser les raisons économiques qui pourraient pousser les gens à redescendre dans la rue. Bon, on a vu la loi, on a vu l'argent. Il manquait un troisième pilier à la stratégie de l'État, s'attaquer à l'infrastructure même du Irak. Après avoir ciblé les individus et calmé les tensions économiques, il fallait s'occuper des organisations qui pouvaient structurer la dissidence. Et là, on assiste à un véritable démantèlement en règle. Les syndicats, par exemple, qui étaient très actifs, sont maintenant contraints à une neutralité politique totale. Des associations historiques comme le RAJ ou la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme sont purement et simplement dissoutes par décision de justice. Tout le paysage associatif et médiatique qui avait fleuri en 2019 a été systématiquement déconstruit. Alors si le Irak n'est plus dans la rue, ni dans les syndicats, ni dans les associations, où est-ce qu'il est passé? Parce que l'esprit de contestation, lui, ne s'est pas juste évaporé. Il s'est transformé, il a muté, il s'est déplacé au-delà des frontières physiques de l'Algérie. Pour vraiment comprendre où en est le Irak aujourd'hui, il y a un concept clé à avoir en tête, celui de présence connectée. C'est l'idée que même en étant loin du pays, la diaspora participe activement au quotidien au débat politique national, notamment grâce aux réseaux sociaux. Elle n'est plus une simple spectatrice, elle est devenue une actrice à part entière. Puisque l'espace public en Algérie est complètement verrouillé, eh bien l'exil politique et la diaspora sont devenus le refuge, le moteur, le véritable poumon du Irak. C'est là-bas que la flamme est entretenue.
Et en réponse, le pouvoir a développé ce qu'on appelle une répression transnationale, en essayant de surveiller et de faire pression sur les militants même à l'étranger. Et puis, il y a un nouveau phénomène qui est en train d'émerger, une génération plus jeune, qui n'a pas vécu le traumatisme de la répression de la même manière et qui tente de reprendre le flambeau. Sous le nom de Gen Z 213, en référence à l'indicatif téléphonique du pays, elle utilise les codes du numérique pour appeler à une nouvelle mobilisation. Ça montre bien que les causes profondes du Irak, elles, sont toujours là. Et au final, la bataille la plus cruciale aujourd'hui, elle se joue peut-être sur un terrain qu'on ne voit pas, mais qui est essentiel, celui de la mémoire. Le sens même de ce qui s'est passé en 2019 est devenu un enjeu politique majeur. On a vraiment deux histoires qui s'affrontent. D'un côté, le pouvoir a construit le récit officiel du Irak béni, le Irak béni, un sursaut patriotique qui aurait sauvé le pays. Il l'a même inscrit dans la Constitution pour mieux le contrôler. Et de l'autre, pour beaucoup de gens qui ont marché, le souvenir, c'est celui d'une révolution confisquée, un élan vers un État civil et démocratique qui a été stoppé net. C'est une véritable guerre des récits. Bon, on a vu la répression, la stratégie économique, la bataille de la mémoire. Alors on en revient à notre question de départ. Comment est-ce qu'on peut qualifier l'état du Irak aujourd'hui? La réponse, évidemment, elle n'est pas simple. Le Irak n'est plus un mouvement de masse qu'on voit dans la rue, c'est une certitude. Mais il n'a pas disparu pour autant. Le mot juste, c'est peut-être celui-ci. Il s'est sédimenté. Il est devenu comme une couche profonde de la culture politique algérienne, une prise de conscience collective qui ne peut plus être effacée, une idée qui reste un avertissement permanent pour les dirigeants. La question, au fond, reste entière. Révolution confisquée par un système qui a su s'adapter et la neutraliser, ou mouvement en sommeil qui attend simplement le bon moment, la bonne étincelle pour se réveiller. Seul l'avenir nous dira si les racines du Irak sont assez profondes pour faire refleurir un jour un nouvel espoir.